Dans un monde avec des créatures connues sous le nom d'Olès monstres, les humains dotés de pouvoir ont dû créer des barrières sacrées pour se protéger. Dans ce cas, c'est le rôle des saints. Ils éloignent le mal et protègent le territoire, déterminant ainsi le degré de sécurité d'un endroit. Ainsi, un royaume a un ou plusieurs saints à l'intérieur de ses frontières. Et c'était le royaume de Girtonia, patrie de Filia Adenauer, considérée comme la sainte la plus puissante de l'histoire. À plusieurs reprises, les gens autour de la foire commentent le retour de Filia, partie résoudre des problèmes dans le nord-ouest. Pourtant, c'était une sainte parfaite, capable d'accomplir n'importe quelle tâche. Cependant, il lui manquait une chose essentielle, son sourire. Une sainte est aimée de tous. Pourtant, elle ne souriait jamais, affichant toujours un visage froid. Un peu plus tard, un garçon blond demande au vendeur qui était cette fille qui passait par ici, et il lui dit rapidement qu'elle est la sainte de la ville et qu'ils ont deux saints là-bas. Bien sûr, le numéro 1 était Sainte Mia, totalement pure, gentille et innocente. L'autre est Sainte Filia, la sœur aînée de Mia et la sainte la plus puissante de l'histoire. Des gens s'adressent alors à Filia pour lui demander des faveurs, et elle répond aussitôt qu'elle a déjà tout accompli, y compris le rituel pour faire venir la pluie, et qu'elle a même réussi à obtenir un remède aux exigences impossibles pour un noble. De retour au vendeur, il dit qu'une grande partie du sol est très pauvre ou désertique, et à cause de cela il vivait dans la pauvreté, mais grâce à elle tout a changé. Cependant, de retour à la maison, sa mère se plaint et lui demande combien de temps elle compte encore consacrer à ses tâches. Après s'être excusée, elle la traite d'incompétente et affirme comprendre pourquoi il lui a fallu si longtemps pour devenir une sainte. De plus, elle lui conseille d'apprendre de Mia, devenue sainte en seulement 1 an et un génie. Et en plus de cela, contrairement à son expression froide, le sourire chaleureux de Mia rend la journée de n'importe qui meilleure, la sainte que la population désire, contrairement à elle qui, parce qu'elle est bonne en tout, vole le travail des autres, en plus de penser qu'elle peut agir avec arrogance. Et sa mère continue d'être toxique avec elle, disant plusieurs gros mots et lui demandant si elle ne se rend pas compte à quel point elle ruine la vie des gens qui l'entourent. Et après plus d'insultes, Filia est simplement d'accord avec sa mère et elle quitte la pièce. Elle réfléchit alors à la raison pour laquelle cela se produit puisque les saints doivent utiliser leur pouvoir pour le bien du pays. Cependant, plus elle essaie, plus il la méprise et elle ne comprend pas pourquoi. Puis elle pense que depuis qu'elle était toute petite, elle n'a jamais su sourire et que ses parents se lassaient de sa façon de faire, élevant ainsi seulement sa sœur avec amour. Et après avoir compris qu'elle devrait faire un effort pour recevoir de l'amour, elle a donné le meilleur d'elle-même. Un peu plus loin, la blonde lit un livre et découvre l'histoire de Filia, qu'elle vient d'une famille de saints traditionnels. Et à l'âge de 5 ans, elle a rejoint l'église après avoir quitté la maison et a étudié les normes sociales anciennes et modernes, la magie et les arts ensemble martial. Mia se souvient alors des enseignements de son maître, qu'il a élevé avec rigueur, lui disant de devenir une sainte parfaite capable d'accomplir n'importe quelle tâche. De retour dans la blonde, il a lu que depuis qu'elle était devenue sainte à l'âge de 16 ans, elle était considérée comme la sainte la plus puissante de l'histoire, et qu'actuellement, à 19 ans, son talent était reconnu par le roi, ce qui a entraîné ses fiançailles avec le deuxième prince de Girtonia, le prince Julius. Pendant ce temps, dans la tête de Filia, elle dit qu'elle pensait qu'après l'annonce de ses fiançailles, elle serait enfin acceptée par tout le monde. Lorsqu'elle arrive à la maison, elle salue sa sœur Mia qui lisait dans sa chambre. Puis sa sœur lui dit à quel point elle se sent en sécurité dans sa chambre, alors qu'elle pense que sa sœur a toujours été la seule à l'accueillir, et c'est la seule chose qui l'a fait rentrer à la maison. Et puis Mia est surprise de recevoir un cadeau de Filia, une barrette à cheveux, de la part de celle qui n'a jamais été intéressée par les vêtements, la cuisine, la musique ou la mode. Mia montre un grand bonheur avec ce geste, laissant Filia heureuse. Puis Mia dit qu'elle ira faire du shopping avec elle en guise de remerciement, et Filia pense qu'elle a l'impression qu'elle peut tout affronter tant que sa sœur continue de veiller sur elle. Déjà au palais, le prince a l'ego blessé et dit qu'il en a assez d'elle, et ses sycophantes sont là pour le louer et rabaisser les réalisations de la jeune fille. Le lendemain, Mia se promène dans la ville, tout le monde l'admire, jusqu'à ce qu'on lui pose des questions sur la pince à cheveux, et qu'elle dise qu'elle a reçu de la personne qu'elle admire le plus au monde. Pendant ce temps, elle se rendit au château où le prince dit avoir entendu parler de ses actes, qui consistaient à détruire les loups-garous apparus d'elle-même. Il se plaint qu'elle assume le travail des soldats et qu'elle ait donné son avis sur leur organisation, ce qui n'est pas un travail de femme. Cependant, elle lui demande froidement si quelque chose de bien s'est passé, et il sourit et lui annonce que leurs fiançailles sont officiellement annulées, la laissant déstabilisée. Puis il dit qu'il a décidé d'épouser Mia, la laissant stupéfaite. Puis il commence à parler de la beauté de sa sœur, comparée à elle qui n'a aucun charisme. L'autre lui donne envie de la protéger, et que n'importe qui la choisirait. Lorsqu'on lui demande si Mia est déjà au courant, il répond que non, avec un visage inquiet. Et puis sa mère entre dans la pièce en demandant si c'est déjà décidé, et quand elle voit ses parents, elle ne comprend rien. Alors ils disent que puisque c'était proposé par le prince, bien sûr ils ont accepté. Alors sa mère lui dit de renoncer aux fiançailles pour le bien de sa mère. La pauvre fille pense toujours que cela pourrait vraiment être mieux pour sa sœur, tandis que le prince dit que peut-être sa sœur reculera par considération pour elle, et c'est pourquoi il a décidé de la vendre au royaume voisin. Complètement perplexe, elle l'interroge à ce sujet, et il l'informe que le seul saint qu'ils avaient est décédé de façon inattendue.
Alors il s'est senti désolé, et a demandé s'il voudrait accueillir le saint avec le titre du plus puissant de l'histoire. Et de manière totalement sadique, le prince dit avec euphorie qu'ils ont dit qu'ils pouvaient utiliser des ressources et de l'argent, équivalent aux revenus du royaume en guise de paiement, et qu'ils étaient venus mendier pour elle. Un accord qui profite à toutes les parties. Après tout, il peut dire qu'il a renoncé à son engagement d'aider le royaume voisin, augmentant ainsi sa popularité. De cette façon, il partagera 30% du paiement avec ses parents et augmentera leur position sociale. En plus de cela, Mia sera heureuse de l'épouser, donc tout le monde sera heureux, sauf elle. Ses parents rient misérablement et joyeusement en disant qu'ils n'auraient jamais pensé payer autant pour la filia, et que pour la première fois ils ressentent de l'affection pour elle. Après tout, sa famille fera partie de la haute noblesse. Cela a clairement fait s'effondrer la tête de la fille. Elle pense qu'elle a essayé très fort d'être acceptée par eux. Mais qu'en est-il de son bonheur? Que se passerait-il? La nuit, elle accepte simplement son sort et conclut qu'elle a été abandonnée en pensant à ce qu'elle aurait pu faire différemment, mais qu'elle ne connaîtra jamais la réponse à cette question, tout en étant escortée par la calèche. Une fois au château, le prince réfléchit à la façon dont il pourrait dépenser l'argent reçu du royaume de Parnacorta. Ses courtisans lui conseillent alors de se faire immédiatement une statue, lui promettant de dormir tranquille, car son père est malade et le premier prince ne quitte plus sa chambre par crainte de son influence. Le prince Julius conclut alors qu'il a tout conquis, y compris le trône et ma mère. Après avoir traversé plusieurs champs, et même un désert, plusieurs plaines, Filia se réveille de son sommeil et observe le paysage autour de la calèche. Alors elle se demande de quel genre de royaume il s'agit, et comme ils ont payé un prix si élevé pour elle, elle croit qu'ils s'attendent à ce qu'elle fasse un travail digne, et qu'elle devrait se préparer à être traitée comme une esclave. Mais elle est calme après tout. Même si elle change d'endroit, les choses qu'elle est capable de faire restent les mêmes. Mais lorsqu'elle pense qu'il lui suffit de se battre pour devenir une sainte, elle se demande à quoi elle aspire finalement, car désormais, elle n'a plus d'objectif. Mais lorsqu'elle quitte la voiture et traverse la frontière, elle est accueillie avec honneur, avec plusieurs gardes qui la saluent et un jeune homme aux cheveux blonds au bout qui l'attend, souriant et lui souhaitant la bienvenue à Panacorta. Pendant le voyage en calèche, elle était encore pleine de pessimisme. Elle pensait qu'ils étaient gentils uniquement parce qu'ils avaient payé cher pour elle, et elle croyait que c'était son dernier moment de repos. Elle imaginait que dès son arrivée à l'église, le travail commencerait immédiatement. Cependant, dès qu'elle a mis les pieds sur les lieux, elle a été accueillie par une chaleureuse fête de bienvenue, avec banderoles et tout le tralala. Elle a été accueillie par Björn et les autres religieuses, visiblement émues, certaines semblant même au bord des larmes. Elles l'ont remercié avec enthousiasme d'avoir accepté de venir, et lui ont dit qu'elles avaient hâte de la revoir depuis qu'elles avaient appris sa confirmation. On lui avait dit que sa première tâche était de profiter de la fête. Elle a donc bénéficié de toutes les attentions, d'un traitement comme jamais auparavant. Plus tard, alors qu'elle mangeait une salade seule dans un coin, un garçon blond s'approcha d'elle. Il lui demanda, avec un léger sourire, comment était la salade. Puis il lui raconta qu'il avait planté ses légumes lui-même. Et comme il n'avait presque pas plu cette année-là, il expliqua qu'il avait été très difficile d'obtenir une bonne récolte. Elle en conclut qu'il devait être fermier. Cependant, elle fut perplexe lorsqu'on l'appela Prince Oswald. Et lorsqu'on l'appela Votre Altesse, elle fut complètement surprise. Peu après, Björn s'approcha et dit que son frère, Richard, la cherchait. Il s'excusa de ne pas l'avoir présenté plus tôt, puis expliqua, non sans fierté, que l'homme blond devant lui était en réalité le deuxième prince du royaume. Le prince, à son tour, lui dit qu'il avait quelque chose à lui dire. Cela la rendit nerveuse quelques instants. Cependant, à sa surprise, il baissa la tête en signe de respect et s'excusa. Il dit qu'il savait combien il était indigne d'acheter une sainte avec de l'argent, et que cela avait probablement porté atteinte à sa dignité. Il poursuivit en affirmant qu'elle avait laissé derrière elle tout ce qui comptait pour elle. C'est pourquoi il lui avait promis de ne rien lui manquer en ce lieu. Il admit cependant que cela ne suffirait pas à compenser ce qu'elle avait perdu. Enfin, il ajouta qu'il s'efforcerait qu'un jour, elle puisse aimer ce royaume. À ces mots, elle se surprit à réfléchir. Comment peut-on aimer quelque chose? Après tout, elle ne savait pas quoi répondre à cela. Malgré tout, elle regarda le prince et déclara que, dans quelques jours, elle réglerait le problème du manque de pluie. Mais dès qu'elle eut prononcé ces mots, un souvenir pénible lui revint en mémoire. Elle se souvint de sa mère, qui disait toujours qu'elle avait l'habitude de résoudre des problèmes que personne ne lui demandait. Et, l'espace d'un instant, l'ombre de ce traumatisme reprit racine dans sa poitrine. Cependant, le prince était visiblement ravi de sa réponse et la remercia chaleureusement, ce qui la laissa quelque peu surprise. Elle fut ensuite présentée au premier prince, qui la reçut également avec sympathie et gentillesse. Elle fut complètement stupéfaite de constater que les deux princes avaient tenu à la saluer personnellement. Elle sentit alors une immense pression peser sur ses épaules. Plus tard, de retour dans la voiture, il parcourut la ville en admirant le paysage par les fenêtres. Il remarqua que beaucoup de gens avaient du mal à trouver de la nourriture, car les produits se faisaient rares. Il entendit également des murmures et des lamentations au sujet du Saint Ancien, et il comprit qu'une partie de la population se demandait, avec espoir et méfiance,
si le nouveau saint serait capable d'aider. Le lendemain, elle s'est réveillée dans un vrai manoir, un endroit grand, propre et confortable, que Björn lui a présenté comme sa nouvelle résidence. Les domestiques, constatant qu'elle était déjà levée si tôt, s'approchèrent aussitôt d'elle, inquiets. Ils lui suggérèrent de se reposer un peu plus longtemps, mais elle les interrompit gentiment, leur demandant de l'aider à préparer le rituel de la pluie. Elle lut alors un parchemin qui expliquait un peu la géographie du lieu. Elle découvrit que le royaume de Parnacorta se trouvait en plein centre du continent, entouré de 5 autres royaumes. Le territoire était caractérisé par un climat verdoyant, avec de nombreuses forêts et chaînes de montagnes. La capitale, où elle se trouvait alors, s'appelait Almbourg et se trouvait en plein cœur du royaume. Mais c'est précisément dans l'abondance de ces forêts et de ces montagnes que se cachaient souvent les monstres, ce qui rendait la région aussi belle que dangereuse. Alors qu'elle examinait encore la carte, elle fut interrompue par ses serviteurs qui s'approchèrent d'elle et lui demandèrent pourquoi elle était si intéressée par sa lecture. Elle, à son tour, lui demanda pourquoi il la suivait de si près. C'est alors que les domestiques lui révélèrent qu'en réalité, leur travail consistait à s'assurer qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin au quotidien. Ils dirent aussi qu'ils étaient assez surpris de la voir se lever si tôt le premier jour. Mais, à leur grande surprise, elle expliqua qu'elle faisait cela tous les jours et que si elle ne se levait pas tôt, elle ne pourrait pas tout faire. Peu après, elle indiqua sur la carte la montagne où elle comptait enquêter sur la présence des monstres. Arrivée sur place, elle sentit immédiatement quelque chose dans l'air. L'atmosphère, plus lourde et plus tendue, révélait la présence de plusieurs créatures à proximité. Elle comprit alors que si elle tardait davantage, une catastrophe risquait de se produire. Elle leur demanda alors de s'éloigner, inquiète de ce qui pourrait se passer. Cependant, ils insistèrent, affirmant qu'ils veilleraient à sa sécurité et qu'ils étaient, soit dit en passant, très doués au combat. Malgré cela, elle, toujours pessimiste, pensait qu'ils n'étaient là que pour la surveiller. De plus, elle trouvait la situation un peu étrange, après tout. C'était la première fois qu'elle ne travaillait pas seule. C'est alors que Léonard, l'un des serviteurs, remarquant sa curiosité, décida de s'ouvrir un peu. Il expliqua que, de son vivant, il avait été responsable de la sécurité des saints et qu'il avait déjà une certaine expérience des rituels. Profitant de l'occasion, il expliqua le fonctionnement de la création d'une barrière. Selon lui, après que la sainte ait commencé une prière, plusieurs piliers de lumière apparaissent autour de la barrière. Dans cette zone, les monstres s'affaiblissent considérablement. Et plus on érige de piliers, plus la barrière devient puissante. Cependant, la création d'un seul pilier peut prendre des dizaines d'heures, car cela requiert une immense quantité d'énergie, non seulement en mana, mais aussi mentale et physique. Il expliqua que si elle parvenait à construire un pilier par jour, ce serait déjà considéré comme extraordinaire. C'est pourquoi il était si important de la protéger. Mais, à la surprise générale, elle termina le premier pilier en seulement 30 minutes, et ce, avant le déjeuner, laissant les deux serviteurs complètement abasourdis. Elle a cependant déclaré qu'elle n'était pas encore prête à y retourner. Elle souhaitait profiter de l'occasion pour mieux étudier l'écosystème et la végétation de la région. Et si possible, elle souhaitait gravir une autre montagne pour créer une nouvelle barrière. De retour chez elle, elle les remercia sincèrement de l'avoir accompagnée tout au long de la journée. Eux, en revanche, étaient encore complètement surpris par son énergie après tout. Elle ne s'est pas arrêtée une minute. Même ils ont donc réussi à la faire arrêter ses activités un instant, craignant qu'elle ne s'évanouisse d'épuisement. C'est alors qu'ils révélèrent, quelque peu étonnés, qu'elle avait probablement travaillé 3 fois plus que n'importe lequel de ses prédécesseurs. Et, en plus, elle prenait soin de s'arrêter dans les villages le long de son chemin pour écouter les villageois, créer des formules médicinales et même concevoir des projets de barrage. En entendant cela, elle songea qu'elle avait effectivement appris un peu de tout à l'église, précisément pour être prête à résoudre n'importe quel problème. Cependant, elle se souvint que le prince Julius se plaignait lorsqu'elle soignait des malades. Il disait qu'en agissant ainsi, elle nuisait au profit de la pharmacie. Il alla même jusqu'à la traiter de « méchante ». Une fois de plus, les domestiques insistèrent pour qu'elle se repose. Mais, à ses yeux, se reposer équivalait presque à trahir les intérêts de la nation. À sa surprise, ils rétorquèrent que sa santé passait avant tout. À ce moment-là, elle ne savait pas quoi dire. Cela semblait complètement différent de tout ce qu'elle avait entendu de sa propre mère. À la fin de la soirée, la jeune fille décida de se confier un peu plus. Elle dit à Leonardo qu'elle était honnête et déterminée, mais aussi maladroite et négligente envers elle-même. Et, bien sûr, ajouta-t-elle avec un léger sourire, en plus de tout cela, elle était belle. Il lui avait demandé ce qu'elle pensait d'elle-même, et elle avait répondu sans détour. Ils avouèrent tous deux qu'ils l'appréciaient beaucoup. Pourtant, ils ne purent s'empêcher de trouver étrange qu'elle agisse toujours seule. Ils se souvinrent qu'à son arrivée à la frontière du royaume, elle était venue seule, ni servante, ni soldat. Cela les fit s'interroger sur la façon dont elle était traitée dans son ancienne nation. Malgré cela, ils lui dirent tous deux qu'ils souhaitaient désormais qu'elle prenne mieux soin d'elle. Et c'est alors que la jeune fille, l'air sincère, répondit qu'elle comptait se faire plaisir et se faire plaisir, afin de prendre conscience,
petit à petit, de l'importance qu'elle avait pour eux. Le lendemain, le royaume tout entier était en fête. Tous étaient visiblement heureux et enthousiastes de la présence de la nouvelle sainte. Grâce à ses efforts, ils pouvaient enfin récolter une belle récolte après des temps difficiles. Pendant ce temps, sur une autre partie du continent, Mia, qui avait toujours profondément admiré sa sœur, était perplexe de la voir absente de sa chambre. Assise seule, elle se demandait comment elle pourrait continuer sans sa plus grande inspiration. Tout cela, tout en affrontant d'ardues batailles contre des monstres, au cœur du chaos. C'est alors qu'un des laquais de Julius s'approcha, apportant une mauvaise nouvelle. Des monstres avaient commencé à apparaître dans la région, et ils avaient déjà du mal à les contenir. Pire encore, il révéla que les exterminateurs ne patrouillaient même plus, confiant aveuglément que Philia se chargerait de tout. Désespérément, Julius leur cria d'utiliser tout l'argent dont ils avaient besoin. Après tout, c'était quelque chose dont il ne manquait pas, tant qu'ils pouvaient arrêter les monstres. Au fil des jours, l'absence de Philia commença à se faire sentir. Le chaos se répandit rapidement. L'organisation qui soutenait autrefois la routine du royaume commença à s'effondrer, et l'efficacité que chacun tenait pour acquise lui sembla soudain irremplaçable. Pendant ce temps, Mia s'effondrait. Désespérée, elle alla trouver ses parents pour obtenir satisfaction, exigeant de savoir ce qui était arrivé à sa sœur. En réponse, elle entendit seulement que Philia était partie de son plein gré. À cet instant, Mia comprit ce que cela signifiait vraiment. Il ne lui avait pas laissé le choix. Son visage se tordit de colère et ses poings se serrèrent. Elle n'avait donc pas le choix, murmura-t-il, les yeux larmoyants et la voix tremblante. Emplie d'une rage silencieuse, Mia commença à se demander qui lui avait enlevé Philia, qui était celui qui avait enlevé sa sœur, qui l'avait forcée à partir sans prévenir. Et là, au milieu de ce tourbillon de sentiments, elle s'est promis, peu importe qui c'était, quand elle le découvrirait, elle ne pardonnerait jamais. Le lendemain, Lena, la servante, a vaincu certains les monstres se déchaînaient de manière impressionnante. Léonard l'accompagnait, usant de coups de pied puissants qui rappelaient des techniques de combat chorégraphiées, révélant qu'il avait été autrefois chevalier et serviteur personnel du prince Oswald. À la lumière de cela, Philia se dit que le royaume de Parnakota était réputé pour sa structure militaire bien organisée. C'est pourquoi même les serviteurs et les domestiques étaient formés aux arts martiaux. Pourtant, elle fut surprise par leur force à tous deux. Après le combat, Leonardo remercia Philia. Il lui dit que grâce à la potion qu'elle avait préparée, sa vitalité était revenue à son apogée et que même ses cheveux avaient commencé à repousser. Lena ajouta qu'elle aussi se sentait pleine d'énergie. Philia montra ensuite la carte sur laquelle elle classait les monstres. Elle expliqua que le nombre d'apparitions avait augmenté car, dans les profondeurs de l'enfer, les nids s'étaient multipliés. Dans ce cas, les monstres ont tendance à apparaître en plus grand nombre à la surface. Même après la mission contre les monstres, Lena et Leonardo rappelèrent à Philia son engagement envers le prince Oswald. Toutes les tâches étant accomplies, il était temps de commencer les préparatifs. Pendant ce temps, Oswald se promenait dans la ville et observait la satisfaction sur les visages des habitants. Philia, à son tour, aurait l'occasion de découvrir les plus beaux endroits de la ville. Et bien sûr, Oswald ne manquerait pas d'être son guide personnel. Dans le quartier commerçant, il a expliqué qu'en raison des attaques incessantes, de nombreux habitants pouvaient à peine quitter leur domicile. Cependant, grâce à Philia, la situation avait complètement changé. L'atmosphère était plus détendue et les gens reprenaient leurs activités habituelles en toute sécurité. Puis il la remercia personnellement. Il dit qu'il était immensément heureux qu'elle ait permis à son peuple de retrouver le sourire. À ces mots, Philia ressentit un étrange frémissement dans sa poitrine. Elle essaya de comprendre ce que c'était, car jusque-là, elle n'avait jamais été véritablement reconnaissante envers qui que ce soit. Plus tard, elle rencontra l'homme d'affaires qu'elle avait aidé. En saluant l'enfant qui se tenait à côté de lui, elle remarqua qu'au lieu de la peur, elle n'y ressentait que de la gratitude. L'enfant lui dit que grâce à elle, son père, si inquiet auparavant, pouvait désormais retourner travailler l'esprit tranquille. Puis les gens autour virent Philia et commencèrent à la remercier infiniment d'être venue en ville. Ils lui demandèrent comment elle allait, mais Oswald, toujours prompt, la prit par la main et lui dit que, ce jour-là, elle serait seule avec lui, l'emmenant poursuivre sa promenade. Plus tard, il l'emmena dans une boulangerie. Lorsqu'il lui demanda quelle douceur elle aimait, Philia pensa que si elle pouvait en manger, c'était parfait. Remarquant son hésitation, le prince décida de lui recommander quelques douceurs. Philia était complètement gênée, ne sachant comment réagir face à la situation. Puis, Oswald la remercia à nouveau, mais la réprimanda aussi pour avoir trop travaillé, affirmant que se reposer faisait partie du travail. Elle ne comprenait pas vraiment pourquoi il la grondait. Il lui suggéra alors de prendre plus de temps pour elle et commença à lui poser des questions sur elle-même, non pas en tant que sainte, mais en tant que Philia. Cependant, elle ne savait pas quoi répondre, n'ayant jamais eu le temps de connaître ses propres goûts et personne ne lui avait jamais permis de les exprimer. Après avoir réfléchi un instant, Philia elle dit qu'elle aimait le thé, car elle remarquait qu'il calmait son cœur et avait une odeur agréable. Elle ajouta qu'elle ne pouvait pas en dire beaucoup sur elle-même. Oswald sourit alors et répondit qu'ils auraient le temps de découvrir leur centre d'intérêt ensemble. Il lui demanda alors où elle souhaitait aller, et tous deux se dirigèrent vers la zone interdite de la bibliothèque du palais. Là, Philia expliqua qu'elle avait remarqué d'étranges mouvements parmi les monstres et qu'elle avait déjà mené des recherches sur le sujet à Girtonia. Elle ajouta qu'un événement similaire s'était déjà produit et que, si son hypothèse était correcte,
l'enfer approchait du monde réel. Lena, qui observait la réunion, était triste, car c'était loin d'être le moment de détente qu'elle espérait pour Filia. Malgré cela, Filia continua d'expliquer les faits au prince. Elle a rapporté qu'il y a 400 ans, lorsque l'enfer s'est approché du monde réel, l'archidémon Asmodée est apparu dans leur sphère. Ainsi, humains, animaux et royaumes étaient au bord de la ruine. Cependant, une sainte nommée Fianna descendit dans la forêt, affronta le démon, le remit à sa place, lui arracha son âme immortelle et le scella, ramenant la paix. Face à toutes ces informations, le prince convoqua une réunion d'urgence et demanda à Filia d'expliquer sa théorie à tous les chefs militaires. Elle expliqua ensuite que le nombre de monstres serait multiplié par 20 lorsque l'enfer s'approcherait du monde réel. Dès lors, les piliers de lumière ne suffiraient plus à les protéger. À ce stade, des murmures commencèrent à s'élever parmi les dirigeants, affirmant qu'ils ne pouvaient allouer des ressources à la force militaire sur la base d'une simple théorie. Cela rappela à Filia l'histoire de Julius, qui avait coutume de dire aux femmes de ne pas se mêler des affaires du royaume. À la surprise générale, le prince Oswald demanda à tous de tripler initialement le budget de défense du royaume. Les dirigeants furent surpris, mais il expliqua qu'un dépassement budgétaire était acceptable, car il ne s'agissait que de planification. Il ajouta qu'il en parlerait à son père et à son frère, et que si rien ne se produisait, ce serait encore mieux. Cependant, il fallait agir pour éviter de futurs regrets. Il assumerait la responsabilité de tout et déclarait avoir une confiance totale en Filia, car ses actes méritaient cette confiance, et il devrait lui en faire autant. Cette attitude a complètement choqué Filia, sachant surtout qu'il pouvait être puni, même s'il était de la royauté. Malgré les efforts militaires, elle savait que le chaos serait immense. Elle commença donc à réfléchir à une solution qui lui rappelait sa sœur, mais qui donnait toujours la priorité à son nouveau royaume, la création d'une barrière suprême autour du pays tout entier. Bjorn fut choqué, car cela nécessiterait une magie ancienne. Cependant, Filia affirma rapidement qu'elle maîtrisait cette magie et expliqua que, contrairement à l'autre, il ne s'agissait pas d'une cage, mais plutôt d'un pouvoir visant à affaiblir les monstres. Elle souligna l'inconvénient. Elle devrait rester au centre de la barrière, et par conséquent, ne pourrait pas quitter la capitale ni accomplir ses tâches actuelles. À sa grande surprise, Oswald fut ravi et lui dit que ce n'était pas grave, lui rappelant qu'elle avait déjà trop travaillé. Filia répondit que, dans ce cas, elle n'aurait pas besoin de recourir à la magie supplémentaire. Il affirma, à son tour, qu'il ne voyait que des avantages à cette situation. Plus loin, Oswald parlait avec Filia, qui a révélé qu'elle s'inquiétait pour sa sœur, car, malgré son talent, elle ne connaissait pas la magie ancestrale. Il a dit qu'il comprenait son inquiétude, et après sa demande, lui a accordé la permission d'écrire à sa sœur. Pendant ce temps, dans un autre royaume, Mia était outrée par la situation et décida d'affronter Julius pour découvrir la vérité, surtout après qu'il ait dit qu'il lui avait dit au revoir avec les larmes aux yeux. Cependant, lorsqu'elle entra dans la pièce, elle était complètement désemparée. Julius, qui venait de perdre sa sœur, était là pour la demander en mariage, ce qui la dégoûta. Malgré cela, elle décida de demander un temps de réflexion, feignant la gêne, afin de découvrir toute la vérité qu'elle savait liée à ses parents. Elle comptait le déstabiliser en le faisant patienter pendant qu'elle cherchait la vérité. Après ce jour, elle décida d'enquêter sur ce qui s'était passé. Elle trouva des plans et des documents du manoir dans le bureau de son père, tandis que sa mère commençait à exhiber plusieurs nouveaux bijoux. Elle réfléchissait au fait que les monstres avaient augmenté et qu'elle devait se concentrer sur eux pour protéger les citoyens, mais elle n'abandonnerait pas l'idée de découvrir la vérité sur sa sœur. Pendant ce temps, les parents murmuraient à propos de l'inquiétude de Mia et brûlaient la lettre envoyée par Filia. Le lendemain, alors qu'elle se promenait dans le château, elle entendit un flagorneur parler de son père. Il racontait qu'il avait réussi à se débarrasser de sa fille turbulente, qu'il avait fait fortune et qu'il était même devenu marquis. Il évoquait également son projet de vendre Filia.